Bonjour les gars et les filles du foyer de 103 qui sont devant moi. Et bonjour les gars. Et bonjour à tous ceux et celles qui tomberont par hasard sur cette vidéo. Alors, dernier cours, dernier module. Alors, tout d'abord, avant d'introduire le module, pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans les années après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, on va imaginer une situation dans notre ville. Vous savez que Montréal, d'un point de vue géographique, est divisé en deux, le côté est et le côté ouest de la ville, comme beaucoup de villes nord-américaines. Quelle est la rue qui sépare? Quelle est la ligne de démarcation? Oui. La rue Saint-Laurent. Oui, le boulevard Saint-Laurent. D'accord? Par exemple, c'est une rue, la rue Sherbrooke, où notre école se trouve, est séparée en est et en ouest. Et quelquefois, il y a des gens qui cherchent la commission scolaire de Montréal. Ils voient le logo, l'ancienne commission scolaire de Montréal, ils voient le logo à notre école et ils viennent ici en pensant que c'est le siège de la commission scolaire. L'erreur, c'est que c'est du côté, c'est plus ou moins le même numéro de la porte, mais la commission scolaire, c'est du côté est et nous sommes du côté ouest. Bon, qui d'entre vous habite dans le côté est de la ville, au-delà? Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7 d'entre vous, d'accord? Or, imaginons qu'il y a un chef politique, d'accord, qui décide qu'à un moment donné, il faut complètement séparer la ville. Et cette nuit, la rue Saint-Laurent va être tout au long de la rue Saint-Laurent qui va du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la rivière des Prairies. Imaginons que le boulevard Saint-Laurent, demain matin, il y a plein de barbelés et plein de gardes et de policiers qui empêchent les gens de passer. Et on voit déjà des maçons qui, au bout de quelques semaines, vont construire un mur. Et la ville n'est pas seulement séparée géographiquement est-ouest, mais va être complètement divisée, d'accord, complètement séparée, plus possibilité de passer d'un côté à l'autre. Ceux et celles qui ont levé la main tantôt pour dire qu'ils vivent dans l'est de la ville ne viendront plus à notre école, d'accord? Et pour revoir nos amis, les membres de notre famille, nos cousins, nos oncles, nos tantes, nos parents, s'ils sont de là, nos grands-parents, s'ils vont être de l'autre côté de la ville, il faudra attendre une trentaine d'années. Oh, c'est une situation absurde. C'est pourtant ce qui s'est passé où? Harry? Non, pas au Japon, hein? Pas en Italie. À Berlin, dans la capitale allemande. S'il vous plaît, dans la capitale allemande, qui c'est la ville de Berlin, en 1961. Là, par ce cours, on verra comment on est arrivé jusqu'à cette séparation, où une ville a été complètement séparée en deux. Des gens de la même famille, des amis complètement coupés en deux. D'accord? Le titre de ce module, c'est Pax Atomica. D'accord? C'est moi qui l'ai nommé comme ça. Puis j'ai découvert que ce n'a pas été si original que ça. D'autres profs d'histoire ont appelé cette époque-là de la même façon. Mais j'ai paraphrasé quoi? À quoi je me réfère d'une autre expression latine? Oui, Lucia. Oui, c'est ça le sujet. Mais à quoi je me réfère dans l'histoire ancienne? Oui. Oui, à la Pax Romana, d'accord? Oui, vous vous en souvenez, les Romains n'acceptaient pas qu'il y ait des guerres à l'intérieur des peuples qui étaient à l'intérieur de l'Empire. Et si jamais il y avait une guerre, les légionnaires intervenaient, ils écrasaient les deux armées qui étaient en guerre. Ils imposaient la paix. Or, le temps qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, là aussi, il y a eu une paix imposée, d'accord? Et imposée par quoi? Par la peur des armements, des arsenaux atomiques. D'accord? Nous avons vu
ce qu'ils ont fait, les deux bombes sur le Japon en mai 1900, Hiroshima et Nagasaki, d'accord, Hiroshima et Nagasaki. Or que après la Deuxième Guerre mondiale, les puissances mondiales de l'époque, les États-Unis, l'Union soviétique, l'Angleterre, la France, la Chine, les pays qui dominent, qui encore aujourd'hui ont le droit de veto à l'ONU, se sont armés des bombes atomiques. Et à un moment donné, est arrivé à établir un arsenal tel qui aurait pu détruire complètement toute forme vivante, ou presque, dans notre planète. Aujourd'hui, ça nous inquiète le réchauffement climatique, mais qu'est-ce que c'est le réchauffement climatique par rapport à une destruction nucléaire? Et ces arsenaux existent encore aujourd'hui et sont capables de détruire toute la Terre, pas une seule fois, mais des dizaines de fois, tellement ils sont forts, tellement ils sont puissants. D'accord? Aujourd'hui, la peur, quand j'avais votre âge, la peur d'une guerre atomique était vraiment réelle, on la ressentait encore plus de ce que aujourd'hui nous hante à cause du réchauffement climatique et de toutes les questions environnementales. D'accord? Aujourd'hui, la situation mondiale n'est pas aussi tendue que pendant ces années-là, mais ces bombes sont toujours là. Donc, on va voir que ce qui s'est passé, les événements les plus importants qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Premier mot-clé, Yalta. Yalta, 1945. Dans les derniers cours, nous avons déjà mentionné les accords de Yalta. Là, ils se sont retrouvés les grands chefs de la Terre, les grands chefs qui allaient gagner la guerre. Hitler, c'était à sa dernière obstinée résistance, mais désormais, c'était clair qui allait gagner la guerre. D'accord? Et donc, ces grands chefs-là, ils se sont retrouvés. Ces chefs-là, qui naturellement, ils étaient ennemis. Hein? Churchill, Roosevelt, c'était les représentants des plus grandes démocraties du monde, des démocraties libérales, d'accord? Respect des droits des hommes, libre élection. Par contre, Staline était le chef du plus dur que des régimes communistes de l'époque. Donc des idéologies diamétralement opposées. Mais ils se sont trouvés face à un ennemi commun. Et alors que dans cette ville, Yalta, qui se trouve en Crimée, ce territoire aujourd'hui disputé entre l'Ukraine et les Russes, une ville balnéaire, ils sont retrouvés là pour décider le sort de la fin de la guerre, mais surtout pour essayer de concorder un après-guerre, comment réorganiser tous les territoires occupés après la guerre. Bon, là, ils se sont mis d'accord sur un mot. Après la guerre, on va instaurer la démocratie. D'accord? Hélas, démocratie n'avait pas, ce mot-là n'avait pas la même signification pour ces représentants-là. Pour Churchill et Roosevelt, démocratie, ça veut dire libre élection. Les représentants du peuple, quand on va voter dans le bulletin de vote, on trouve plusieurs candidats de plusieurs partis, on fait l'élection libre du Parlement, le Premier ministre doit rendre compte au Parlement, il doit avoir la majorité parlementaire, d'accord, ce qui est la démocratie que nous connaissons dans notre pays, les pays occidentaux. Pour Staline, démocratie, ça veut dire que pouvoir au peuple, à travers ce système de dictature des partis communistes, qui doit établir cette égalité absolue dans le peuple. Et donc, quelle est la situation qu'ils se sont trouvés? Voici comment la guerre est terminée. D'accord, ils se sont mis d'accord sur qui allait libérer quoi. D'accord, que certaines zones ont été libérées par les alliés anglo-américains. D'autres zones ont été libérées, pour ainsi dire, mais de facto occupées par les Russes. D'autres zones se sont libérées par la résistance, tout seul. Et enfin, en mai 1945, ils se mettent d'accord pour arriver tous ensemble dans la ville de Berlin. Les Russes ont entendu les
Britanniques, les Américains, les Français pour rentrer, pour occuper ensemble la ville de Berlin. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé après la fin de la guerre? Bon, ça a été tout de suite le commencement de la guerre froide. D'accord. Pourquoi? Parce que dans les pays où les Alliés étaient arrivés, les Anglo-Américains, l'Italie, la France, la Hollande, la Belgique, d'accord, l'Autriche, là, après une période relativement courte d'occupation, on est passé à un système de libre vote libre, de libre démocratie, nouvelle constitution, l'Italie a fait un référendum et a changé du régime monarchique est devenu une république, d'accord. Mais là où les Russes sont arrivés, d'accord, ils ont imposé un régime communiste. Ces régimes communistes ont nationalisé toutes les propriétés privées, ils sont appropriés des terres, des entreprises, ils ont toute collectivité, ils n'ont permis l'organisation des partis d'opposition, ils ont écrasé les oppositions, ils ont installé un régime communiste imposé. Fin de la liberté, censure des journaux. D'accord. Tout ceci dans l'objectif que le système communiste est le meilleur au monde, selon leur idéologie. Et donc, voilà, l'Europe s'est retrouvée divisée en deux, comme vous voyez. Et tout de suite, on a commencé à parler d'une séparation des fers, la cortine de fer, sur un calque de l'expression anglaise, the Iron Curtain, le rideau, le store de fer. Pourquoi? Parce qu'à cette frontière-là, il n'y avait plus de communication. On n'y passait plus. C'était vraiment deux systèmes différents qui s'étaient mis et puis les frontières qui étaient séparées. Et comme vous voyez, quels sont les pays comme la Pologne, qui sur la carte a glissé par rapport. Les Russes n'ont jamais rendu la terre, la partie de la Pologne qu'ils avaient envahie. À la place, ils ont donné une partie qui était de l'Allemagne, ils l'ont donnée à la Pologne. La Tchécoslovaquie, l'Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie deviennent des pays satellites, des pays directement dans la sphère d'influence des soviétiques. Et l'Allemagne se retrouve divisée en deux. D'accord? D'un côté, la partie qui avait été libérée par les Alliés, il y a eu un régime d'occupation jusqu'en 1955, et puis ça deviendra la République fédérale d'Allemagne, ou tout simplement l'Allemagne d'Ouest, avec un régime de libre, de vraie démocratie parlementaire. Et l'autre partie au nord-est, ça deviendra la RDA ou la DDR, comme elle l'appelle en allemand, la République démocratique d'Allemagne, ou l'Allemagne de l'Est, où il y aura un régime collaborationniste avec les soviétiques. D'accord? Donc, passe au prochain mot-clé, la guerre froide. Donc, entre ces deux blocs, il va y avoir des relations de plus en plus tendues entre les États-Unis et ses alliés et les pays qui s'alignent avec les États-Unis. Les États-Unis vont faire un pacte militaire avec tous les pays qui sont ici représentés en bleu, qui s'appelle l'OTAN, un pacte militaire, d'accord, l'OTAN. Et les Soviétiques vont faire un pacte plus ou moins imposé avec tous leurs pays satellites en Europe qui s'appelle le pacte de Varsovie, signé dans la ville polonaise Varsovie. Et voilà, le monde est divisé en deux. Entre ces deux blocs, il y a de moins en moins de communication, de plus en plus de tensions, d'hostilité, d'accord, qui arrivera vraiment à son paroxysme en 1962, 61, 62, d'accord. Et c'est ce qui est passé à l'histoire comme la guerre froide.
Il n'y avait jamais eu entre ces deux blocs des affrontements directs, une chance, ça aurait été la Troisième Guerre mondiale, mais il y a eu des affrontements indirects. D'accord. Et quels sont ces affrontements indirects? Là, où est-ce que les Russes et les Américains se sont affrontés? Dans des champs de bataille réduits. Anas. Vietnam. Avant le Vietnam? Oui, t'as? En Chine. Non. Oui. En Corée. En Corée. D'accord? En Corée, 1950, hein, la terreur atomique, voici. En Corée, en 1950, il y a une révolution communiste qui a ses supporters, mais pas tout le monde est d'accord. Alors, guerre civile. Et dans cette guerre en Corée, ceux qui prônent le communisme reçoivent l'appui de l'Union soviétique, des hommes et des armements. Et les autres reçoivent l'appui des États-Unis et aussi du Canada. Le Canada aussi a envoyé des soldats. Hein? Et c'était la guerre pendant 3 ans. Une guerre qui n'a jamais eu un traité final. Il y a eu des armistices, cessation d'armes, mais des situations jamais reconnues. Qu'à un moment donné, ils ont décidé que le 38e parallèle, ça devenait la ligne de division. Le Nord, régi par les communistes, d'accord, aujourd'hui ils sont à la 3e génération du dictateur, une famille de dictateurs communistes pratiquement divinisés, d'accord, comme dans l'Antiquité. Et au sud, par contre, une Corée du Sud, disons, très épanouie dans le monde occidental, économiquement puissant, avec une classe moyenne forte, avec des produits qu'il vend sur le monde entier, d'accord. Cette division qui perdure encore aujourd'hui. Là, c'était le premier affrontement. Le deuxième affrontement, comme quelqu'un l'a dit, ça a été le Vietnam. Une longue, terrible guerre, une guerre extrêmement complexe à expliquer. La même situation. D'un côté, un pays en guerre civile, un côté supporté par les Russes, puis par les Chinois. Les Chinois aussi ont eu leur révolution communiste. Et de l'autre côté, les Américains, les Français, d'accord. Mais sauf que le Vietnam, il arrive en 1975 qu'il y a une forte opposition. C'était une guerre qui s'était éternisée, ça continuait, ça continuait. Et à un moment donné, les Américains se sont la mentalité change. Les Américains se sont fatigués de voir des soldats américains qui retournent du Vietnam dans un cercueil. On n'arrive plus à accepter ceci. Et en 1975, les Américains se retirent de la guerre du Vietnam, causant d'autres catastrophes. D'accord, les Vietnamiens qui essayent de s'échapper du régime communiste du Nord. Certains sont arrivés à Montréal sur des bateaux qui allaient à la dérive. D'accord. Mais c'est fini comme ça. Donc le Vietnam, on peut dire que c'est vraiment la partie communiste qui l'a gagné. D'accord. Ok. On va voir quelle est la prochaine image. Mais le moment le plus aigu de la crise, c'était vers 1962. Pourquoi? C'était à Cuba. En arrière, 1959, à Cuba, il y a une révolution communiste. Qui sont les deux leaders de la révolution? Amelia. Fidel Castro et Che Guevara. D'accord, Che Guevara, que c'était un grand général de bataille argentin, d'accord, qui encore aujourd'hui, beaucoup de gens l'exaltent. Quand je suis allé voir le mausolée de Che Guevara à Cuba, ils m'ont demandé d'enlever ma casquette en signe de respect. Et moi, j'ai décidé de rester dehors. Non, je ne leverai pas ma casquette devant Che Guevara. Alors que... bon, ils font une révolution communiste. Or, vous savez, Cuba, c'était dans la directe sphère d'influence des États-Unis. Massivement, il y avait un énorme commerce entre Cuba et les États-Unis. Le sucre de Cuba a été vendu
aux entreprises américaines. Les Américains vendaient leurs voitures. Non, non. Cuba, économiquement, diplomatiquement, dépendait des États-Unis. Mais là, il chasse le dictateur philo-américain et Fidel Castro prend le pouvoir et instaure le système communiste. Comment les Américains réagissent? Oh, les Américains disent, nous ne sommes pas les Russes. Quand en Tchécoslovaquie, en Hongrie, il y a eu des soulèvements, des manifestations populaires pour essayer de chasser le Parti communiste, les Russes ont envoyé les chars d'assaut, l'armée soviétique pour écraser ces révoltes-là. Les Américains disent, nous ne sommes pas les Russes, nous n'enverrons pas l'armée. Mais ils vont appliquer une sanction extrême, l'embargo. C'est-à-dire, ils vont interdire toute relation commerciale entre Cuba et les États-Unis, jetant le peuple cubain dans la misère noire, parce que les deux économies étaient tellement dépendantes, l'économie cubaine est tellement dépendante qu'il tombe dans la misère. Qu'est-ce qu'il fait Fidel Castro? Il s'adresse aux Russes, comment s'appelle, le nouveau président russe qui c'était Khrouchtchev, que vous voyez ici dans la caricature. D'accord? Khrouchtchev accepte, envoie des denrées alimentaires, envoie beaucoup de voitures qui encore circulent aujourd'hui à Cuba, les Lada. Hein? Et puis, il demande, les Soviétiques demandent une aide militaire à Cuba. Ils vont installer des bases où mettre la bombe atomique, dirigée où? Sur les États-Unis. Cuba et les États-Unis sont très proches. De Cuba à la Floride, tu peux aller en bateau. Non? Et là, c'était trop. Les Américains ne pouvaient pas accepter d'avoir une bombe juste sur leur tête, juste à côté. Et là, c'était le moment le plus critique de la guerre froide, représenté un peu par cette belle caricature qu'on voit, le bras de fer entre Kennedy, président américain, et Khrouchtchev, assis sur des bombes atomiques et avec un doigt prêt à appuyer les boutons pour donner l'ordre de faire partir la bombe atomique. Bon, on est arrivé à un pas de la vraie guerre, de celle qui aurait été la troisième guerre mondiale. S'ils avaient appuyé sur ce bouton-là, probablement aujourd'hui, on ne serait pas ici à raconter cette histoire. Mais, disons, une chance que ces types-là n'étaient pas fous, une chance qu'il y a eu beaucoup de pression internationale, surtout le pape Jean XXIII et la diplomatie vaticane arrivent à trouver une médiation. Et alors que les Russes retirent les bombes atomiques de Cuba, et les Américains tirent un soupir de soulagement, mais de l'autre côté, les Américains doivent s'engager à ne pas déranger le régime de Fidel Castro, qui restera dictateur jusqu'à sa mort il y a quelques années. Aujourd'hui, le régime continue avec notre chef d'État. On va parler du mur de Berlin. Ok, on va voir comprendre comment on est arrivé à cette situation que la ville a été coupée en deux d'aujourd'hui au lendemain, de cette façon si abrupte. Alors, nous avons déjà dit qu'après la guerre, que l'Allemagne va être divisée en deux. L'Allemagne ouest et l'Allemagne est. Mais Berlin, donc là, ici, il va y avoir une petite ville qui s'appelle Bonn, qui sera pendant longtemps la capitale de l'Allemagne de l'Ouest. La ville de Berlin, c'était tout un statut particulier, d'accord? Comme nous avions dit, ils s'étaient mis d'accord, les Alliés, de rentrer ensemble dans la capitale. Donc, une partie de la ville, à la fin de la guerre, avait été occupée par les Français, par les Britanniques et par les Américains. 3 secteurs. L'autre secteur, c'était le secteur soviétique. Et la ville, quand l'Allemagne s'est séparée en deux, la ville aussi s'est trouvée dans 2 États différents. La partie Est, c'était devenu la capitale de l'Allemagne de l'Est, mais la partie Ouest, c'était comme une enclave de l'autre Allemagne de l'Ouest. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe?
en 1961, c'était déjà 16 ans après la fin de la guerre. Il se passe que cette disparité, cette différence entre le régime de l'Est, philo-soviétique, communiste, et le régime de l'Ouest, ça devient de plus en plus évident. D'un côté, surtout l'économie. Le premier facteur, c'était l'économie. Dans la partie est de la ville, comme dans la partie est de l'Allemagne, il y avait une stagnation. Oui, il y avait une économie gérée par l'État. De l'autre côté, les gens s'enrichissent de plus en plus. Il y a une classe moyenne qui s'affirme de plus en plus. Et ceci dans la même ville. D'accord? Dans le côté ouest, les salaires augmentent. Dans le côté est, il y a la censure, il y a l'oppression des opposants. Dans le côté ouest, il y a une pleine liberté d'expression, une liberté politique, une vie démocratique réelle. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Que de plus en plus d'Allemands de l'Est, à travers la ville de Berlin, passent du côté ouest. D'accord? Le reste de la frontière, non, c'était déjà fermé. Mais la ville, c'était une ville. D'accord? Or que ceci, ça représentait un échec pour le régime communiste. Parce que le régime communiste est réel et il est convaincu que c'est le paradis sur Terre. Si quelqu'un abandonne un pays communiste, il est en train de trahir. C'est un traître. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? En 1961, je ne me souviens plus la date, en une nuit, ils ont séparé en deux la ville. Des barbelés, et ils ont commencé à construire le mur de Berlin, qui a séparé la ville en deux, avec les effets que nous nous sommes imaginés tantôt. Des familles coupées en deux, d'accord? Et le mur de Berlin, et comment les Alliés ont réagi, comment l'autre Allemagne, avec un pont aérien. On commence. Alors que tout d'abord, il y a eu un pont aérien plein d'avions qui allaient de l'Allemagne de l'Ouest à Berlin, Berlin-Ouest, pour que plus tard, ils arriveront à négocier la construction d'une autoroute, d'accord, de Berlin jusqu'à l'Allemagne de l'Ouest, qui va avoir une autoroute pour permettre la liaison. Mais cette autoroute-là était côtoyée par des barbelés. Tu ne pouvais absolument pas t'arrêter. Justement, un poste pour faire le plein d'essence, des gardes qui contrôlent qu'il n'y a pas de passage. Et comme vous savez, cette situation-là a duré jusqu'à 1989, d'accord, avec la chute du mur de Berlin. Donc 28 ans. Il y a des amis, des membres de la même famille qui ont pu se revoir seulement 28 ans plus tard, s'ils étaient encore vivants. Ceux qui étaient morts sont revus au paradis. Ici, j'ai quelques images pour parler des plus grandes révoltes dans les pays satellites. D'accord? Parce que si la Russie avait fait une révolution communiste, donc il y avait une partie significative de la population qui avait cru dans le communisme, dans ce parti-là, ils n'ont jamais cru dans ce communisme, ils l'ont subi. Et donc, il y a eu des révoltes. La première, c'était en Hongrie en 1956, et regardez comment ça a été écrasé. Ça, ce sont les chars d'assaut russes. La même chose à Berlin, à Prague en 1968. Et puis en 1980, c'était le tour de la Pologne. Mais la Pologne, c'était un os dur. Les Polonais, ce sont vraiment ceux qui ont résisté le plus au communisme. Surtout parce qu'en Pologne, concernant la Pologne, en 1978, il y a eu un événement qui a vraiment accéléré la chute du communisme dans l'Est de l'Europe et l'Union soviétique. Quel a été cet événement? En 1978, un cardinal de la très catholique Pologne est élu pape. Le pape Jean-Paul II. D'accord? Et les autorités officielles polonaises ne savent pas quoi faire, d'accord, comment réagir. Jean-Paul II, c'était un grand pape, une grande personnalité, une grande spiritualité, un homme d'une religiosité très profonde, mais aussi avec une habileté politique,
D'accord? Il n'a jamais critiqué le régime, mais il est allé plusieurs fois en Pologne. Et à chaque fois qu'il allait en Pologne, il y avait des millions de personnes qui se rassemblaient autour de lui. Le résultat, ça a été qu'en 1980, en Pologne, ils arrivent à constituer un syndicat libre, non pas un syndicat du régime. Il s'appelle Solidarność. Solidarność, dont le leader c'est Lech Walesa, d'accord, Solidarność arrive à avoir que 10 millions d'adhérents sur une population de 30 millions. Un tiers de la population, pratiquement tous les travailleurs, étaient dans ce syndicat qui s'opposait pratiquement au régime. Et bon, les Polonais ont été donc ceux qui ont donné le coup le plus dur à ce système-là qui va s'effondrer au début des années 90, en 1990-91, c'est l'effondrement de l'Union soviétique et la pleine liberté de tous les anciens pays satellites. Bon, brièvement, on va dire quelque chose sur la Chine. La Chine de Mao Zedong. D'accord. Donc, la Chine aussi a élaboré son propre régime communiste, celui-là de Mao Zedong. Mais, à part que les premières années, les Chinois et les Soviétiques n'ont pas été des bons amis. D'accord. Les Chinois ont accusé les Soviétiques d'avoir trahi le communisme. Et Mao Zedong a dit, moi, je vais montrer comment c'est le vrai communisme. D'accord? Ok, mais c'est la ritournelle de tous les régimes communistes. Parce que quand on voit un régime communiste qui a fait échec, il y a toujours quelqu'un qui dit, mais ils ont fait échec à cause de ceci. Nous allons faire le vrai régime communiste. D'accord? Donc, entre Chinois et Russes, même si c'était des régimes communistes, il ne faut pas penser qu'ils étaient sur la même longueur d'onde. D'accord? Alors, on va voir comment ça commence. Deux grands généraux de la résistance chinoise contre le Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce sont Mao Zedong et Chiang Kai-shek. Ok, ces deux alliés, une fois défait le Japon, se sont séparés. Mao Zedong opte pour instaurer un régime communiste et les deux deviennent ennemis. Chiang Kai-shek perd et se retire où? Il se retire à Taïwan, sur une région, une île de la Chine, que c'est Taïwan. Et il gardera le pouvoir sur Taïwan. D'accord? Taïwan prendra par exemple un chemin d'autonomie que la Chine populaire n'a jamais reconnu. Et encore aujourd'hui, c'est une guerre diplomatique. D'accord? Dernier mot à dire. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire? Aujourd'hui, la Chine, c'est un système double. Libéralisme économique dans les villes et dans les industries, mais système collectiviste encore à la campagne, mais du communisme surtout, ils ont gardé la dictature. Regardez ce qui se passe à Hong Kong, l'imposition encore du régime totalitaire et l'oppression des opposants, des religions. Hein? D'accord. Dernier mot-clé va conclure que la situation entre Israël et Palestine, qui est redevenue encore d'extrême actualité à cause des événements de ces dernières semaines, tensions qui montent, une guerre permanente. Mais j'ai trouvé cette carte. Si cette carte est vraie, vous allez comprendre facilement pourquoi il y a une paix jamais atteinte entre Palestiniens et Israéliens. D'accord? Ce qui est en couleur rose-orange, c'est la colonisation des terres par les Israéliens sur le territoire palestinien. Bon, c'est tout. Je vous souhaite un bon été et de garder toujours votre intérêt pour l'histoire.